Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Il y a des gens qui aiment les vêtements de Lululemon. Nous, on aime les propos de Philippe Lorange, qui est avec nous, doctorant en sociologie. Salut Philippe. Salut. Écoute, Baby Shark pour éloigner les sans-abri. La Christie de toune, on l'a tué, la maudite toune quelque part. Ah ouais, donc, pour ceux qui n'ont pas entendu. Alors, on met ça. Baby shark, baby shark, Taboire, hein? Vraiment, là, ça te tente pas de rester dans les corridors du complexe des Jardins bien longtemps qu'une tourne de même. Là, le ministre Lionel Carman dit ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure, puis tout ça, OK, mais il ferait quoi avec les sans-abri, lui, qui se promènent dans les centres commerciaux? Mais juste pour remettre un peu en contexte pour les gens qui n'auraient pas lu la nouvelle, c'est que là, on a appris ce matin que le complexe des Jardins, donc qui est dans un secteur où il y a de plus en plus d'itinérance. Puis en fait, Montréal au complet est de plus en plus dans l'itinérance. Et donc, la toune Baby Shark qu'on vient d'entendre, en continu, ça finit par être extrêmement dérangeant pour n'importe qui, je crois, qui a un cerveau. C'est une façon de dire allez-vous-en. C'est ça. Donc, on met cette toune-là de manière assez forte et ça a l'air que ça fonctionne pour chasser les sans-abri qui traînent dans le complexe des Jardins. Et on a appris aussi que c'est pas juste le complexe des Jardins qui fait ça. C'est aussi ailleurs au Québec et même ailleurs au Canada. C'est une technique qui est utilisée mais tu sais et qui fonctionne. Tu sais qu'au camp de Guantanamo, où il y avait des gens qui étaient présumés terroristes, là, pour les faire parler, là, comme torture psychologique, on leur mettait des tunes comme ça, là, 24 heures sur 24, puis à la fin, les gars disaient « OK, je vais l'avouer, tu sais. Je pense qu'il y a des chansons de Noël, d'ailleurs. On les apprécie, mais quand ça fait 24 heures... Mais bon, oui, justement, je peux comprendre qu'il y a une dénonciation, bon, que ce soit ça ou n'importe quelle autre technique. Évidemment que il y a des gens qui deviennent de plus en plus méchants vis-à-vis des sans-abri. Oui. Et pourquoi? Parce que, premièrement, oui, il y a un problème. Mais le problème, c'est que les pouvoirs publics ne prennent pas ça vraiment en compte. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Ah, mais la mixité sociale... » la mixité sociale, il n'y en a pas. Je suis désolé, mais il n'y en a pas. C'est-à-dire que les gens, ils se mettent pas à sortir du café puis comme ça, à parler à l'itinérant à côté. Ça serait une vraie mixité sociale. Mais c'est dans les publicités qu'on voit ça dans les films de Noël, mais ça se fait pas dans la réalité. Non, mais... Tu sais, il y a des sans-abri, pas tous, mais qui sont violents, agressifs. Là, ça existe. Oui, mais d'ailleurs, on a des témoignages de femmes qui disent qu'ils se font insulter de manière très misogyne. Évidemment, puis je pense qu'il y a une grande diversité de sans-abri. On peut pas les réduire à une chose. Il y en a qui se font face à des problèmes justement de toxicomanie, de maladies mentales. Mais justement, maladie mentale. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'instituts psychiatriques pour ces gens-là pour les traiter? Moi, je comprends pas pourquoi on voit dans la rue comme ça des gens qui, manifestement, ont peut-être la schizophrénie ou d'autres maladies du genre, donc qui n'ont pas du tout leur tête. En plus, parce qu'ils vivent dans la rue, c'est très difficile, donc ils sont très tentés par la drogue. Donc pourquoi? Pour s'auto-médicamenter. C'est ça. Là, on nous dit, on vit dans des sociétés libérales, donc ils ont les mêmes droits fondamentaux que n'importe quel autre citoyen. D'accord? C'est une chose. Mais si ces gens-là n'ont pratiquement aucune autonomie à part marcher, je veux dire, en quoi on les aide à les laisser comme ça à l'air libre alors qu'ils n'ont pas l'autonomie pour se chercher un emploi, pour s'héberger, pour juste interagir socialement? En quoi on les aide? Au contraire, ce qui se passe, c'est que là, vu que les autorités sont de plus en plus permissives à leur égard, pour diverses raisons, c'est que ce qui se passe, c'est que les citoyens ou les entrepreneurs, par exemple, comme le complexe des Jardins, vont se rendre justice par eux-mêmes. Ils se disent, si la police fait rien, si la mairie ne veut rien faire, eh bien moi, j'ai trouvé ma technique pour les chasser, parce que là, je perds des clients. Mon quartier est en train de pourrir. On l'a vu, par exemple, ça fait quelques années qu'on parle des condos sur la rue Berger, je crois, dans le centre-sud de Montréal, des condos un peu luxueux. Et puis là, il y a des sans-abri qui se retrouvent dans la cage d'escalier, qui se droguent là. C'est rendu un peu un genre de petit zombieland. Mais écoute, au coin du parc et Milton, il y a plein de sans-abri qui couchent devant des commerces qui sont là. C'est pas drôle, le commerçant. Dans le village aussi, c'est la même affaire. Là. Mais malheureusement, je trouve que quand on parle de ce sujet-là, c'est comme si les intervenants dans le milieu disent tout le temps « Ah, mais pensez d'abord aux sans-abri ». D'accord, c'est une chose, mais on ne doit pas juste penser à eux. Il y a aussi des commerçants. Les cafés dont tu parles, qui sont justement au coin Parc et Milton, est-ce qu'ils aiment ça savoir que depuis le début de l'année, il y a eu 3 meurtres dans ce coin de rue-là? Tu sais, je veux dire, puis quand on se voit dans ce coin de rue-là, c'est peut-être le coin de rue le plus dangereux de tout Montréal. Là. Je veux dire, c'est constamment des sans-abri intoxiqués qui peuvent s'affronter. Intoxiqués très tôt le matin, puis ils traversent la rue, puis ils font pas attention. Fait que j'ai tout le temps peur de les frapper quand je descends sur du parc. Là. Mais c'est un milieu étudiant, en plus. Il y a des cafés, puis je me dis, pour les gens qui détiennent justement des immeubles, bon là, on n'a pas beaucoup de compassion parce que les loyers ont explosé. Mais je veux dire, non, pas moi, c'est quand même dommageable pour les gens qui sont des entrepreneurs, pour des gens qui ont des commerces.
Puis là, t'as tout un quartier qui est en train de pourrir. Et il y a parce des que... gens qui vivaient là, puis avant, c'était tranquille, c'était un quartier qui était le fun. Puis là, ils voient que le quartier, ben, il s'en va sur la bande. Ben, pour moi, le quartier le plus caricatural en ce sens, c'est le village. Parce que il y a pas si longtemps encore, c'était un coin comme cool pour sortir, que ce soit pour restaurant, n'importe quoi. Juste pour marcher. Puis là, c'est rendu Zombieland, cet endroit-là. Ben oui. Il n'y a plus rien. Puis, Tout le monde le sait, Ouais. puis on dirait qu'il se fait rien. Non, c'est intéressant. Il se fait rien. Puis tu sais, la désinstitutionnalisation, on les a sortis des instituts psychiatriques en disant on va prendre soin de vous, mais c'est pas vrai. On les a Non. sortis puis se retrouver dans la rue. Mais souvent, ce qu'on dit pour dénoncer les instituts psychiatriques, c'est de dire, par exemple, il y a eu des abus. Ce qui est vrai. Mais le problème, c'est qu'il y a des abus dans n'importe quelle institution où il y a par exemple des enfants, ou bien il y a toujours des gens qui sont vulnérables. Il y aura toujours des abus. On peut pas commencer à tout fermer parce qu'il y a des abus. Puis ces gens-là qui ont besoin de soins, ils seraient pas mieux dans un hôpital encadré plutôt qu'être dans la rue où c'est la jungle, là. C'est un peu ça que je me pose comme question. Oui. C'est-à-dire, il me semble que quand tu as un encadrement, tu as des gens qui sont payés pour bien connaître tes besoins, qui connaissent bien ta maladie. C'est mieux qu'être sur un trottoir intoxiqué avec des seringues qu'on sait pas trop. Puis là, il y a des gens qui te méprisent. Des tu sais. pushers qui profitent de ta détresse pour te vendre n'importe quelle saloperie, là. Mais c'est ça, tu sais, en quoi on n'aide pas du tout la ville, ni ces personnes-là elles-mêmes. Je pense qu'en fait, je suis pas un expert de ces questions-là, mais là, en ce moment, le statu quo ne fonctionne pas du tout parce que là, l'itinérance explose partout à Montréal. Ça ne concerne pas juste des quartiers spécifiques, mais vraiment, on le voit partout. Puis là, on comprend un petit peu la réaction du complexe de Jardin, même si, bon, évidemment, elle est un peu inhumaine. Mais c'est-à-dire que si les autorités ne font rien, les gens vont se rendre justice par eux-mêmes. Ben oui. Et écoute, rapidement, la pénurie de main-d'œuvre, t'as une solution. Ouais, une nouvelle solution. Ah ouais, t'es en mode solution, c'est quoi? Mais souvent, on nous dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre généralisée au Québec. Oui. Ce qui, premièrement, n'est pas vrai. Elle est située dans des secteurs où le salaire et les conditions de travail sont pas si incroyables. Par exemple, la restauration et l'hôtellerie. Donc, pourquoi il manque de monde comme cuisinier? Ben, t'es payé au salaire minimum. Tu risques de te brûler. Là, c'est toujours des gros rushs. Donc, on comprend qu'il y a toujours un roulement important et qu'il manque d'employés. Mais si on veut vraiment, par exemple, il y a des secteurs où on manque vraiment de main-d'œuvre. Là. Bon, ben moi, je l'ai lu il y a quelques semaines, un livre intéressant, peut-être en as entendu parler, c'est Bullshit Jobs de David j'ai entendu Graeber. parler, je l'ai pas lu. Ben, je l'ai lu récemment C'est dans le quoi cadre d'un cours. bullshit job? C'est quoi, un emploi à la con. Un emploi qui sert à rien. C'est ça, Bullshit Jobs. Et là, lui, c'est parce que cet homme-là avait fait réagir, je pense que c'est en 2013, il a fait un article là-dessus. Et son article avait fait énormément réagir partout dans le monde. Il a décidé d'en faire un livre. Et il a récolté plein de témoignages de partout dans le monde. Mais attends, donne-moi un exemple de bullshit Ouais. job. Ben, par exemple, il donne un exemple, ça c'est vraiment caricatural dans le livre, il y a plein de témoignages. Il y en a un, c'était une agente de sécurité dans un musée. Puis on lui avait assigné un local, genre une espèce de pièce, mettons, pour exposition. Mais il n'y avait jamais aucune exposition dans cette pièce-là. Puis il n'y avait rien à protéger. Il n'y a pas d'argent, rien de précieux. Puis on lui a dit, t'es assigné à cette salle-là, personne n'a le droit d'entrer. Mais on sait pas pourquoi. Il n'y a rien du tout dans la salle. Puis elle, c'était comme un 8 heures par jour, chaque semaine. Tu sais, c'était comme chaque jour, chaque semaine. Puis il fallait qu'elle garde cette pièce-là. Puis pas le droit de se divertir, pas le droit de regarder son cellulaire, parce que tout à coup, quelqu'un entre. Tout à coup, qu'il y a une évacuation urgente à faire. Donc il fallait que tu restes dans la pièce pendant 8 heures chaque jour. Comme ça. Ça, c'est un bullshit job. OK. Quel est le lien entre ça et la pénurie de main-d'œuvre? Ce que je veux dire, c'est que lui, il a regardé dans des sondages. Parce que suite à son article, il y a eu des sondages un peu partout, par exemple au Danemark, dans différents pays, pour dire est-ce que vous considérez que votre emploi est valorisant? Est-ce que vous considérez que votre emploi apporte quelque chose à la société? Et il y avait quand même une bonne proportion de la population qui disait non. Genre carrément dans les 30-40%, par exemple au Danemark ou dans d'autres pays, qui disaient ça ne sert pas à grand-chose, ou bien c'est même contre-productif, ou c'est nuisible à la société, ou bien j'aime pas mon emploi. Donc il y a quand même peut-être le tiers de la population, même 40%, qui considère que l'emploi ne sert à rien ou est nuisible à la société. Donc ce qu'il disait, lui, David Graeber, qui est un anarchiste, mais pas anarchiste complètement niaiseux, là, mais il disait on pourrait considérer qu'il y a autant d'emplois qui ne servent pas à grand-chose, on pourrait couper là-dedans, puis tout le monde aurait un emploi utile, puis on travaillerait 15 heures semaine. Donc, tout le monde pourrait travailler 15 heures semaine. Bon, moi, je pense que c'est très utopique comme point de vue. Là. C'est un petit peu simplet. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'emplois, justement, comme il dit, par exemple, parfois, dans le monde du management, là, ça paraît bien d'avoir une grosse équipe. Donc, avoir une équipe de 12 personnes, ça paraît bien. Tu as l'air d'un bon manager. Même s'il y en a 2 là-dedans qui servent à rien, tu comprends? C'est là qu'il y a des bullshit jobs qui se créent non seulement dans la fonction publique, comme on peut le croire, mais même dans le monde des entreprises et des banques. Parfois, c'est bien vu d'avoir beaucoup d'employés ou d'avoir des subalternes. Ça permet d'avoir un certain prestige, tu comprends? Oui. Donc, il disait, si on coupe tout ça, puis qu'on les place faire des emplois utiles, ben là, on a résorbé la pénurie de main-d'œuvre. OK, puis des emplois aussi qui sont gratifiants. Ben oui, c'est ça, parce que là... Tu peux faire une job que tu sais que ça sert strictement à rien. C'est ça, tu sais, Félix Leclerc avait déjà dit la meilleure façon de tuer un homme, c'est de le payer à ne rien faire. Mais moi, je trouve que c'est très vrai. Parce que si t'es payé à rien faire, tu te rends compte que t'es nuisible, que t'es un boulet, puis c'est sûr que c'est pas très valorisant. Là.
Animer un show de radio, ça sert à quelque chose dans la société? Ça? Je sais pas, je pose la question. Alors, merci beaucoup, Philippe. Je pense que oui. Salut.